C'est bon? Oui, monsieur. Oui. Ok. On va voir ensemble un chapitre assez particulier, c'est l'algodystrophie. C'est une pathologie que vous allez voir que c'est une pathologie assez bizarre, qu'on ne comprend pas encore assez, et il n'y a pas beaucoup de recherches sur cette pathologie, qui reste relativement fréquente, on en voit. Elle pose de sérieux problèmes diagnostiques, à la fois diagnostiques, mais aussi thérapeutiques. Et on va le voir. Donc, les objectifs on va essayer de faire 1 heure, je pense pas qu'on va dépasser les 30 à 45 minutes. De définir ce que c'est qu'une algodystrophie, d'en connaître les modalités évolutives, de répertorier les moyens thérapeutiques. Alors, le contenu, c'est qu'on va identifier un peu grossièrement comment se fait le tableau clinique de l'algodystrophie, le tableau clinique typique, parler des différentes formes cliniques, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, on va les voir. Il y a beaucoup de formes cliniques de l'algodystrophie. Discuter de la conduite à tenir en termes de démarche diagnostique. Parce que pour retenir une algodystrophie, vous allez voir qu'il faut, chemin faisant, éliminer un certain nombre de diagnostics différentiels et expliquer les bases du traitement. Donc voilà un peu ce qu'on va faire dans les minutes qui suivent. Alors l'algodystrophie s'appelle aussi syndrome douloureux régional complexe. Ça vous donne une idée sur un peu ce que ça veut dire. Donc, dès la définition, vous voyez que c'est un peu compliqué. Ça s'appelle un syndrome douloureux régional complexe. Ça fait partie des chapitres de rhumatologie, puisque ça touche une région articulaire. Et cette région articulaire va être l'objet d'un certain nombre de phénomènes qu'on va voir, notamment des douleurs de type neuropathique ou ce qu'on appelle des douleurs allodynie, c'est-à-dire des douleurs un peu neuropathiques sans réelle lésion. Des troubles vasomoteurs, sensoriels, mais aussi des troubles trophiques et une tendance à la fibrose et à la rétraction. Alors, dans une bonne partie des situations, elle peut survenir dans un contexte post-traumatique. Alors, soit réel AVP, une fracture, etc., mais parfois sur des traumatismes d'intensité plus modérée, et voire des traumatismes légers. Alors, ce qui impressionne dans l'algodystrophie la plupart du temps, c'est le caractère disproportionné de la douleur dans la durée et l'intensité aussi. Donc, en gros, vous avez 2 types. Vous avez un type d'algodystrophie la plupart du temps sans réelle lésion nerveuse. Et vous avez un type 2 où vous pouvez avoir des lésions nerveuses. La grande particularité de cette pathologie, c'est qu'elle est extrêmement hétérogène en fonction des régions. Et que le point commun, c'est que peu importe la région, à part peut-être quelques situations, souvent le diagnostic est difficile. Et vous voyez le nombre d'appellations ou dénominations dans la littérature. Alors on appelle la causalgie, la dystrophie sympathique réflexe, l'atrophie de Sudeck, la neuroalgodystrophie, etc. Donc il y a plusieurs termes consacrés. Le syndrome régional complexe, comme je l'ai dit au départ, il y a plusieurs termes dans la littérature qui désignent en fait cette même maladie. Il y a eu même des auteurs qui ont essayé de différencier entre ces termes, mais en gros, ça regroupe la même pathologie. La physiopathologie est vraiment complexe et on n'a pas de bonne littérature sur la question parce qu'on n'a pas réellement des essais thérapeutiques sur cette pathologie. Au cours des années 90, il y a eu la classification en syndrome régional complexe de type 1 et type 2. Et en 2010, il y a eu une tentative de critères diagnostiques cliniques
permettant éventuellement de faire un diagnostic précoce, mais également d'homogénéiser la discussion entre les médecins pour publier sur cette question. Alors, ça reste une affection fréquente. En gros, l'incidence, elle est annuelle, quelque chose comme entre 5 et 30 cas pour 100 000 habitants par an. Et comme pas mal de maladies rhumatologiques, c'est une affection à prédominance féminine. Donc, elle touche essentiellement les femmes. Et les membres inférieurs sont 2 fois plus touchés que les membres supérieurs. Donc, je disais au départ que c'est une pathologie qui va toucher une région articulaire. Donc, on parle d'algodystrophie de hanche, de l'épaule, de la cheville, etc. Elle peut toucher tous les âges avec un pic de fréquence plutôt entre 50 et 70 ans, mais pas que. On a beaucoup d'algodystrophie des sujets jeunes aussi. Alors, on arrive aux étiologies. Elles restent quand même dominées par les traumatismes. Alors, par exemple, les fractures de protocoles du poignet, quelque chose comme au moins 5% font une algodystrophie. C'est très fréquent dans les fractures du poignet. C'est-à-dire presque une fracture sur 20 va faire une algodystrophie. Dans les fractures, les entorses, les brûlures, tout traumatisme de membre peut être à l'origine d'une algodystrophie. Elle peut également survenir à la suite de chirurgies de membres diverses, de prothèses, d'ostéosynthèse. Donc l'algodystrophie est très observée dans les services de chirurgie orthopédique comme complication immédiate, souvent, d'une chirurgie. Mais à côté de ça, il y a des causes plus générales. Alors, les gens qui font des hémiplégies sur AVC font beaucoup d'algodystrophie, mais on peut aussi avoir une algodystrophie sur des douleurs neurologiques de tout type. Classiquement, l'angor, l'infarctus peuvent installer une algodystrophie du membre supérieur après l'infarctus. On a également des causes médicamenteuses, et notamment les antituberculeux et les barbituriques. C'est des classiques inducteurs d'algodystrophie. D'où l'enquête thérapeutique qui doit être automatique devant l'apparition d'une algodystrophie. Mais il n'y a pas que, par exemple, la grossesse, c'est assez fréquent de faire une algodystrophie. Tous les rhumatos ont vu des algodystrophies au cours de grossesse, notamment de la hanche. Mais on peut avoir des causes métaboliques. Par exemple, l'algodystrophie de l'épaule est très observée chez les diabétiques. Dans un certain pourcentage de cas, peut-être 10 à 20%, on n'observe aucune cause. On parle d'algodystrophie idiopathique. Un mot sur la physiopathologie pour vous dire qu'elle est grossièrement incomprise et non élucidée. Elle reste multifactorielle. En gros, l'algodystrophie correspond à un dérèglement régional du système nerveux végétatif, avec perturbation de la microcirculation, troubles vasomoteurs. Ce qu'il faut retenir en gros, c'est que vous avez une agression tissulaire, qu'elle soit d'ordre local ou général. Après cette agression tissulaire d'une région donnée, un genou, une épaule, etc., vous avez une réaction sympathique excessive de la région, avec de l'œdème, de l'hypoxie et ce dérèglement sympathique, va entraîner des modifications vasculaires, une vasoconstriction, une libération de cytokines nociceptives et secondairement une installation de fibrose régionale, fibrose qui est heureusement dans la majorité des cas réversible. Alors, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Il y a des études qui essaient de voir s'il y a une prédisposition génétique. Il y a plusieurs allèles qui ont été un peu montrés comme éventuellement associés à la maladie. Des tentatives de classer cette maladie parmi les maladies auto-immunes sans succès. On aurait trouvé quelques types d'antirécepteurs
dans cette maladie. Et il y a aussi le fait qu'on a tendance à dire que les gens qui font une algodystrophie ont souvent des personnalités assez particulières, des sujets émotifs, voire anxio-dépressifs. Mais en fait, c'est un peu la théorie de l'œuf et de la poule. On ne sait pas si c'est l'algodystrophie, parce que souvent, bien sûr, c'est des gens qui ont un syndrome douloureux chronique qui va traîner des mois. Et forcément, il y aura de l'anxiété, il y aura de la dépression. Donc, on ne sait pas si c'est là le terrain anxio-dépressif qui va être à l'origine de l'algodystrophie ou bien c'est plutôt une conséquence. En tout cas, c'est une discussion non encore tranchée. On arrive à la clinique. Alors, concernant la clinique, le début est la plupart du temps progressif. Alors, méfiez-vous, il n'y a presque jamais d'algodystrophie aiguë, ça n'existe pas. La majorité des algodystrophies s'installent progressivement dans les semaines suivant l'agression du membre. Alors, en gros, et dans la majorité des cas cliniques qu'on observe en pratique, il y a souvent deux phases. Une première phase qu'on appelle la phase chaude, c'est-à-dire vous aurez le segment de membre, le poignet œdémacié, rouge, chaud, avec une impotence fonctionnelle. C'est un peu un tableau, on parle de pseudo-arthrite qui va simuler une arthrite, mais en général, le mouvement de l'articulation, il n'y a pas d'arthrite, vous allez voir pourquoi, il n'y a pas réellement d'inflammation. Et il y a des troubles vasomoteurs, donc des troubles de la croissance des phanères, une hyperesthésie cutanée, souvent douloureuse, une peau sensible, une hypertranspiration. Donc autant de signes de dérèglement du système neurovégétatif, mais il n'y a pas de signes généraux. Donc il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas d'altération de l'état général. Donc voilà, donc ça c'est la phase chaude qui va durer quelques semaines ou quelques mois. Donc regardez un peu cette main et poignet. Donc vous avez une peau chaude, luisante, de l'œdème, un peu régional, touchant le dos de la main, le poignet, une rétraction des doigts, etc. Donc ça c'est assez typique de l'algodystrophie. Regardez ce membre inférieur gauche, faites la comparaison avec de l'autre côté. Donc vous avez un œdème régional, vous voyez un peu l'aspect un peu rouge, œdémacié, violacé de la peau, les troubles des phanères qu'on va voir aussi. Donc voilà un peu une algodystrophie du pied et de la cheville. Après cette phase va se chevaucher et se constituer progressivement une deuxième phase qui est la phase froide. Et donc, on aura une disparition petit à petit des signes chauds avec des troubles trophiques, un membre plutôt froid et pâle, et secondairement s'installe un enraidissement de l'articulation de la région. L'épaule ou le genou, l'articulation va être raide. On aura souvent un peu d'amyotrophie, une rétraction des tendons et de la ponévrose. Donc, on aura une disparition des signes chauds vasomoteur et une sorte de rétraction froide de la région avec une peau pâle, atrophiée aussi, un enraidissement de l'articulation, une rétraction des tendons et des muscles. Donc ça, ce sont des critères diagnostiques qui ont été proposés en 2010. Alors je vous invite à voir le critère 1 et 4. Alors, c'est une douleur qui persiste et apparaît disproportionnée avec l'événement initial. Alors, l'événement initial étant l'agression, éventuellement le traumatisme. Et quatrièmement, bien sûr, il n'y a pas d'autre diagnostic qui explique de manière plus convaincante les symptômes. Il n'y a pas d'infection des parties molles, il n'y a pas d'abcès, il n'y a pas d'arthrite, il n'y a pas de gangrène, il n'y a pas un œdème d'origine d'obstruction vasculaire ou veineuse ou de phlébite, etc. Donc il n'y a rien de tout ça.
Il n'y a rien qui explique cette réaction régionale par ailleurs. Et on a au moins un symptôme dans les 3 catégories suivantes, donc sensoriel, vasomoteur, sudomoteur, plus œdème ou moteur et trophique. Donc au moins un symptôme parmi ces 4, et au moins un signe dans les catégories suivantes. Signe, c'est-à-dire signe physique à l'examen physique. Donc même chose, donc vous allez l'examiner, vous allez trouver que la peau est sensible, douloureuse, il y a une asymétrie de température, il y a une raideur, une faiblesse musculaire, des changements. Donc ça, c'est un peu les critères diagnostiques. Ça résume un peu les symptômes qu'on observe dans la maladie. Alors, le point essentiel, s'il y a un point à retenir dans l'algodystrophie, c'est que bien sûr, il faut toujours éliminer dans un premier temps les diagnostics différentiels. C'est-à-dire, il faut être sûr, quand vous avez un malade qui a une cheville pareille qui vous voit, qu'il n'est pas cassé d'abord, qu'il n'a pas une infection, qu'il n'a pas une arthrite, qu'il n'a pas une goutte, qu'il n'a pas une thrombose veineuse, etc. Donc il faut toujours éliminer un peu qu'il n'a pas une tumeur, que les causes d'atteinte régionale, tissulaire X, il y en a plusieurs pour une tumeur de la région, une arthrite rhumatismale ou infectieuse ou microcristalline, etc. Donc toujours dans un premier temps, il faut être sûr qu'il n'y a rien de tout ça, et ça vous laisse bien sûr en déduire que le diagnostic, que l'algodystrophie est un diagnostic d'élimination. Il faut être sûr que rien de tout ça n'existe. Alors pour ce faire, vous allez bien sûr vous aider d'examen biologique. Alors l'examen biologique, bien sûr, c'est que vous allez voir s'il y a de l'inflammation. Et la CRP est négative. Il n'y a jamais d'inflammation dans l'algodystrophie. Ce n'est pas une maladie inflammatoire. Donc retenez très bien cela. Mais le souci, c'est qu'il n'y a pas de test diagnostique spécifique. Alors vous n'avez pas de marqueur biologique spécifique de l'algodystrophie. Premièrement. Deuxièmement, vous pouvez avoir une algodystrophie sur autre chose. C'est-à-dire, c'est pas parce que la CRP est élevée que c'est pas une algodystrophie. On peut faire une algodystrophie sur une arthrite, par exemple. Voilà, mais quand vous avez une algodystrophie isolée, il n'y a pas d'inflammation biologique. Et donc, on parle de maladie pseudo-inflammatoire, parce que quand vous voyez la cheville, quand vous voyez l'état du poignet du malade, vous vous dites attention, il est en train de faire une inflammation, une infection, etc. Et la CRP est strictement négative. Donc ce contraste entre la clinique bruyante, l'œdème, les troubles vasomoteurs, etc., et l'absence de syndrome inflammatoire biologique est très évocateur. Parallèlement, la numération ne bouge pas, la procalcitonine ne bouge pas, donc en gros, la biologie est strictement normale. Alors, l'un des temps essentiels du diagnostic de l'algodystrophie reste la radio standard. Alors la radio standard, quand elle est faite au bout de plusieurs semaines, mais pas au départ, elle va vous montrer des signes assez particuliers, presque spécifiques. Le souci, c'est qu'elle est régulièrement en retard par rapport à la clinique. Ça va prendre quelques semaines. Donc, elle est décalée par rapport à la clinique dans l'installation, mais aussi dans la régression des signes radiographiques, parce que le patient peut s'améliorer, et quelques semaines plus tard, les signes persistent sur la radio standard avant de s'estomper. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir de la radio, 2 choses. Premièrement, ce n'est pas une maladie articulaire dans le sens destructeur. Il n'y a rien. Les interlignes sont conservées, il n'y a pas d'érosion osseuse, il n'y a pas de géode, etc. Ce n'est pas une maladie destructrice. Par contre, vous avez une déminéralisation régionale. Regardez un peu la cheville à droite et la cheville à gauche et le pied. Ça, c'est une image typique d'une algodystrophie. Donc, si vous demandez une radio des 2 chevilles et des 2 pieds, vous tombez sur un aspect de déminéralisation mouchetée, on parle de déminéralisation
pommelé, moucheté, régional. C'est assez caractéristique de l'algodystrophie. Même chose ici, donc vous avez cet aspect un peu déminéralisé. On parle de déminéralisation mouchetée parce qu'elle n'est pas très homogène du genou. Ça, c'est pour la radio standard. La scintigraphie osseuse est aussi intéressante. Pourquoi? Parce que, elle est beaucoup plus précoce que la radio standard. Et puis, elle montre une hyperfixation régionale. Et donc, regardez un peu la fixation sur la main. Donc, c'est une hyperfixation intense, diffuse du membre atteint. Sur la partie où vous avez l'œdème et vous avez les troubles vasomoteurs, sur la scintigraphie, il y aura une fixation. Il faut se méfier quand même, notamment chez l'enfant, parce qu'il existe des formes hypofixantes. Le réel élément d'imagerie qui pose le diagnostic, c'est plutôt l'IRM. Pourquoi? Parce que l'IRM va montrer que ce n'est pas une arthrite, que c'est plutôt un hypersignal de la région. Donc le gold standard, en principe, pour le diagnostic reste l'IRM. Il va éliminer une fracture, une fissure, une nécrose, une arthrite, etc. Il va vous montrer la fixation, l'hypersignal un peu régional, notamment osseux et autour de l'articulation, de part et d'autre de l'articulation, assez spécifique de l'algodystrophie. Donc, concernant les performances des examens d'imagerie, regardez la radio. La radio, elle n'est pas très sensible. Par contre, elle est très spécifique. L'IRM n'est pas hyper spécifique en fonction des études. Alors, regardez, il y a des études qui montrent que c'est spécifique. Il y a d'autres qui montrent que c'est pas spécifique. Et regardez de l'autre côté. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'études et les études restent relativement hétérogènes. Alors, le bone scanning, c'est la scintigraphie osseuse. Bon, il y a des études qui parlent de haute spécificité sur l'atteinte régionale. Donc, en gros, ce sont les trois examens d'imagerie qu'on fait. La radio n'est pas très sensible. Par contre, les images sont assez spécifiques. La scinti et l'IRM sont sensibles, mais également spécifiques en fonction des études et des régions. Un mot sur l'échographie. Il y a très peu de travaux. L'inconvénient de l'échographie, c'est qu'elle ne montre pas l'os. Et peut-être qu'il y a un Doppler sur la région, et notamment quand on allume le Doppler pour voir la vascularisation, on va voir sur certaines parties des parties molles une hypervascularisation. Et il y a un aspect assez particulier au niveau de l'épaule, c'est le Doppler au niveau d'une région qu'on appelle l'intervalle des rotateurs. Donc ce Doppler sur la région reste assez spécifique. Donc on a aussi au niveau de l'intervalle des rotateurs un épaississement des parties molles et notamment du ligament gléno-huméral supérieur. Donc ça, c'est des signes échographiques décrits dans l'algodystrophie de l'épaule, communément appelée capsulite rétractile de l'épaule. Pour les autres examens d'imagerie, normalement dans le type 1 où il n'y a pas d'atteinte nerveuse, l'EMG est normal. Par contre, dans le type 2, où vous avez une atteinte nerveuse, l'EMG peut être anormal. L'échodoppler peut être demandé pour éliminer une phlébite, une artérite dans certaines formes. Et en général, l'échodoppler est strictement normal. Alors, on arrive aux formes topographiques. Alors, elles sont dominées par certaines localisations, notamment le syndrome épaule-main, c'est l'une des algodystrophies les plus fréquentes. Alors, on l'appelle syndrome épaule-main parce qu'il y a une algodystrophie combinée de l'épaule et de la main, souvent après agression d'un membre ou une chirurgie ou une fracture ou un infarctus du myocarde, par exemple. Où il y a plein de choses qui peuvent donner un syndrome épaule-main. Donc, on a une algodystrophie de la main, donc douloureuse, lisse, police, dépilée, etc.
et de l'épaule. L'épaule qui est au départ très douloureuse, et puis par la suite, elle va être enraidie. Donc, classiquement, le coude est épargné. Donc, c'est une atteinte un peu bipolaire, main et épaule, avec respect du coude. Concernant le membre inférieur, il est 2 fois plus touché que le membre supérieur, et notamment la cheville et le pied. Les algodystrophies de la cheville et du pied sont très fréquentes. Mais on peut aussi avoir une algodystrophie du genou. Le souci de l'algodystrophie du genou, c'est que vous pouvez avoir un petit épanchement et croire que c'est une arthrite, etc. Et donc souvent, on va un peu ponctionner pour réaliser qu'il y avait un petit épanchement et que c'est pas du tout une arthrite, mais plutôt une ergodystrophie. Et souvent, l'articulation est relativement libre. Ce n'est pas l'impotence fonctionnelle de l'articulation en rapport avec une monoarthrite du genou. L'atteinte de la hanche est aussi, l'algodystrophie de la hanche est aussi assez fréquente. Notamment, on observe au cours de grossesse, c'est assez décrit, fréquent. Moi, j'en ai vu, ça reste relativement fréquent et ça évolue vers la guérison. Chez certains patients, exceptionnellement, vous pouvez avoir ce qu'on appelle les formes plurifocales. Ça veut dire que on peut avoir des atteintes un peu éparpillées sur un membre, voire 2 ou 3 membres ou 4 membres, avec des algodystrophies successives, c'est-à-dire il peut faire par exemple la main d'un côté, puis la cheville, etc. C'est des formes décrites mais rares. On arrive à l'évolution. Alors l'évolution, ça reste une maladie bénigne, l'algodystrophie. Elle est favorable dans la majorité des cas. L'évolution est favorable avec une guérison complète en quelques mois, voire années. L'évolution radiographique est plus lente, parfois incomplète. On a parfois des formes traînantes, graves sur le plan retentissement et qualité de vie, avec persistance de troubles trophiques. C'est rare, mais c'est décrit. Il y a des formes qui peuvent durer quelques années, qui peuvent vraiment extrêmement handicapantes. Dystrophie, vous avez quelque chose comme 10 à 20% de risque de faire une capsulite ou de rétractile de l'épaule opposée dans les 2 à 5 ans qui suivent. Alors, tout aussi pu terminer là. Dire que dans les revues de littérature, il n'y a aucun traitement qui a fait ses preuves en termes d'évidence-based médecine sur de l'algodystrophie. Donc malheureusement, par rapport à d'autres maladies qu'on a vues ensemble, l'algodystrophie est une maladie où l'arsenal thérapeutique est régulièrement décevant. Il y a plusieurs moyens thérapeutiques qui ont été tentés, on va les voir. Le but, bien sûr, c'est de soulager la douleur, de raccourcir l'évolution, d'éviter les rétractions capsulo-ligamentaires qui peuvent être traînantes et gênantes, et d'assurer une prise en charge individuelle. Moyens. Quand même, une nécessité de décharge peau du membre à la phase chaude. Donc, il faut quelque part respecter, même cette notion n'est pas consensuelle à 100%. Mais en général, on demande aux malades quelques semaines de repos du membre atteint. Alors, si c'est membre supérieur, c'est une écharpe. Si c'est membre inférieur, c'est une décharge avec suppression de l'appui. On a les médicaments antidouleurs, donc de toute nature et de toutes sortes. Les antalgiques, les AINES, ça ne donne pas grand-chose. Les corticothérapies, oui, mais le souci, c'est que ça soulage juste à court terme. Et une fois que vous les arrêtez, il n'y a rien. Il y a eu des molécules historiques qui ont été utilisées, comme la calcitonine, qui a été utilisée pendant pas mal d'années avec la griséofulvine.
avec certains topiques. Les médicaments qui ont été le plus utilisés sur les dernières années sont les bisphosphonates qu'on utilise dans l'ostéoporose, l'aclasta, le zometa, donc dans les traitements d'ostéoporose. C'est des médicaments qui marcheraient. On les utilise maintenant, c'est ce qu'on utilise nous. Ça, c'est pour l'algodystrophie de type 1. Quand vous avez une algodystrophie de type 2 avec réelle atteinte nerveuse, ben on tente les douleurs, les traitements qu'on administre dans les douleurs neuropathiques, la gabapentine et la prégabaline, mais aussi les antidépresseurs ou la kétamine. À côté de ces traitements médicamenteux, ce qui marche et ce qui est essentiel, c'est la rééducation. Alors, en général, la rééducation à la phase chaude, on respecte un peu le patient et donc on fait une kiné très douce, progressive, surtout de la physiothérapie, de la balnéothérapie et les classiques. Alors ça marche aussi, ce qu'on appelle les bains écossais. Alors bain écossais, c'est alternance chaud et froid avec des drainages lymphatiques d'eau, etc. Donc, en gros, à la phase chaude, c'est de la physiothérapie non active, prudente, bien conduite, avec un respect de la douleur du malade, donc très douce, indolore, balnéothérapie, bain, drainage d'eau, etc. Alors, une fois que le patient va passer ce cap de phase chaude et on va passer à la phase froide, ben, on passe à une kinésithérapie active pour prévenir les rétractions tendineuses et accélérer la récupération. Donc, cette kinésithérapie active elle-même doit se soumettre à une règle. On parle de rééducation. Souvent, dans la prescription, on met entre guillemets non-douleur. C'est-à-dire, il faut respecter la douleur du malade. S'il a, par exemple, une épaule bloquée, on va lutter contre le blocage et un peu mobiliser l'épaule petit à petit jusqu'à récupérer. Donc on met récupération de l'articulation, mobilisation activo-passive sans douleur, et ça peut durer quelques mois ou quelques semaines ou quelques mois pour que le patient récupère l'amplitude articulaire normale. Dans certaines localisations, on peut s'aider d'infiltration, notamment l'épaule, mais aussi le genou, de blocs sympathiques. On va faire un bloc des blocs nerveux. Alors, dans les formes inflammatoires, corticothérapie, cure courte éventuellement. Dans les formes avec imagerie osseuse positive, les bisphosphonates, les médicaments de la douleur neuropathique. Alors, comme je le disais, la rééducation est un élément essentiel du traitement. Elle doit être précoce, prudente et bien conduite, avec une kiné très douce, et puis une balnéothérapie, bain écossais, massage, drainage et prévenir les rétractions tendineuses. Il y a des techniques développées par nos collègues de médecine physique. Et parmi les nouvelles techniques, il y a ce qu'on appelle la visualisation sur miroir, c'est-à-dire le membre pathologique, le membre atteint. Le patient va commencer à faire certains mouvements en regardant son membre au niveau du miroir. Ça va créer certains mécanismes cérébraux. On parle d'illusion du cerveau. Les résultats seraient probants. Donc, c'est l'une des techniques qu'on propose actuellement aux malades. On parle de technique de mobilisation du membre sur miroir. À côté de ces moyens à la fois médicamenteux mais aussi de MPR, il ne faut pas oublier que c'est souvent un contexte. Et donc, il faut prendre en charge le malade. On peut proposer des techniques de relaxation. Il y a des équipes qui proposent de l'hypnose médicale, voire dans certaines formes avec lourd vécu, un réel traitement antidépresseur.
Et quel que soit le contexte, il faut toujours voir un peu s'il y a un bénéfice secondaire, s'il y a un contexte de conflit, s'il y a un contexte professionnel. C'est souvent le cas dans les algodystrophies qui traînent. Bah, ça peut survenir dans un cadre de conflit, de violence conjugale, de traumatisme professionnel, ça peut donner des contextes un peu bizarres où indirectement le malade a un bénéfice à rester dans sa maladie, où il est parfois dans un processus de revendication, voire médico-légal, etc. Donc ça aussi, c'est un aspect de cette pathologie qu'il faut absolument prendre en charge parce que dans ces formes, on peut avoir affaire à des algodystrophies très lentes, donc des contextes pareils. Donc il faut toujours bien analyser le contexte de survenue de l'algodystrophie. Alors il y a aussi bien sûr des stratégies de prévention, et notamment en service de traumato-orthopédie. Alors il ne faut pas mettre de plâtre serré, il faut faire des traitements antalgiques en post-chirurgie. Il ne faut pas faire de rééducation intempestive, agressive en post-chirurgie, parce que ça peut déclencher justement une algodystrophie. Alors il y a des études qui montrent que potentiellement la vitamine C administrée en post-fracture pourrait prévenir, mais c'est pas sûr. Et il faut équilibrer le diabète parce que le diabète est pourvoyeur aussi d'algodystrophie et notamment du membre supérieur. Voilà pour ce cours un peu bizarre. J'espère que vous avez pu retenir l'essentiel. Au passage, je me suis fait une algodystrophie. J'ai été appuyé sur mon épaule depuis tout à l'heure. Amine, vous êtes là? Alors, est-ce qu'il y a des questions sur le cours? Il n'y a pas de questions? Amine, je n'ai aucune question. Amine, est-ce que vous avez eu le contact de professeur Lali parce que c'est elle qui est censée vous faire les rhumatismes articulaires? Oui, monsieur, c'est prévu pour jeudi. J'entends rien. Amine? Allô? Oui, Amine. Très bien. Donc, tu as été en contact avec... vous m'entendez toujours, je crois. Très bien. Donc, on m'a dit que le cours est prévu pour jeudi, c'est ça? Ok. Ben, écoute, très bon courage. Je crois que c'est mon dernier cours avec vous. Bon courage pour la suite. À bientôt. À bientôt. Je t'en prie. À bientôt. Au revoir et à bientôt et bon courage pour la suite des cours et pour les examens. À bientôt.